Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Gilles. Bienvenue au cinéma du Drugstore Publicis. Bienvenue à ceux qui sont en ligne. Les équipes de l'Opinion et de l'AGFI sont très heureuses de vous accueillir pour cette conférence consacrée à l'élection présidentielle américaine. Nicolas Bétou, le président et fondateur de B-Media, le groupe qui est propriétaire de l'Opinion et de l'AGFI, devait être des nôtres ce soir. Il devait être à notre place. Malheureusement, souffrant de la Covid-19, celui-ci était contraint de se confiner. Il vous prie de bien vouloir l'excuser pour son absence et il nous a demandé, Gilles Sangès et moi-même, de le suppléer. Alors aujourd'hui, c'est évidemment une journée très particulière dans l'agenda politique, dans l'agenda de la vie politique américaine, puisque cette journée intervient au lendemain du soutien officiel apporté par Barack Obama à Joe Biden. C'était une entrée en campagne très offensive. Et cette journée est également très particulière parce qu'elle intervient à quelques heures seulement du second débat très attendu qui va opposer les deux candidats à la Maison-Blanche que sont Donald Trump et Joe Biden. Un débat dont on couvrira demain peut-être au réveil en entendant les matinales de radio ou en regardant les chaînes d'infos continues s'il a été aussi offensif, aussi animé que le précédent. Ce sera leur dernier face-à-face avant le scrutin du 3 novembre prochain. Alors, comme vous le savez peut-être, l'Opinion est partenaire du Wall Street Journal, d'où la présence tout à l'heure de son vice-président. Chaque jour, nous proposons un supplément, un cahier de 4 pages proposant des articles publiés la veille dans les colonnes de ce quotidien économique de référence et planétaire. Ce matin, nous avons publié un supplément de 8 pages contenant des articles publiés du Wall Street Journal intégralement consacrés à cette élection américaine. Ceux qui sont avec nous ce soir au cinéma du Drugstore le découvrent dans les exemplaires qui ont été mis à leur disposition. Et un exemplaire sera adressé à toutes les personnes qui nous suivent à distance et qui se sont signalées en nous envoyant un mail d'inscription. Alors nous sommes particulièrement fiers d'organiser cet événement sous un format présentiel et distanciel, comme on dit en bon français aujourd'hui, j'en suis désolé, tout en respectant évidemment scrupuleusement les règles de distanciation et les procédures sanitaires qui sont imposées par les pouvoirs publics. J'en profite pour remercier chaleureusement nos partenaires, AXA Investment Managers et Tikeo Capital, qui nous ont fait confiance dès le départ, depuis le début, pour organiser cette soirée, malgré ce contexte difficile, pesant, malgré les incertitudes. Un grand merci également au Drugstore Publicis. Nous sommes dans la plus grande salle de cinéma du Drugstore Publicis. C'est un établissement qui entretient un lien un peu spécial avec l'élection présidentielle américaine. Pourquoi ? Ici même, en 1960, vous aviez des hôtesses qui circulaient dans les travées de feu le restaurant du Drugstore Publicis avec des ardoises qui distillaient au compte-gouttes des résultats qui étaient donnés en direct depuis les États-Unis par téléphone d'un duel qui opposait John Fitzgerald Kennedy à Richard Nixon. Donc il y a une histoire dans ce lieu. C'est aussi pour ça que nous sommes assez fiers de cette soirée. 60 ans plus tard, par la magie de l'Internet, nous vivons désormais sous le règne de l'instantanéité. Cette même instantanéité qui nous permet ce soir d'être en direct de la newsroom au cœur du Wall Street Journal avec Paul Gigot, son vice-président, dont le visage, je pense, va pas tarder à apparaître sur l'écran. Je précise que cette intervention va avoir lieu en anglais. Les 3 suivantes auront lieu en français. Cette conférence est également placée sous le signe de l'interactivité. Les personnes qui nous suivent à distance peuvent poser des questions à nos intervenants. C'est moi qui les relayerai. Un lien leur a été envoyé par mail leur permettant de se connecter à une plateforme sur laquelle ils pourront poser des questions. Évidemment, Covid oblige, vous qui êtes dans la salle, vous qui avez la chance d'être dans la salle, je ne pourrai vous faire passer un micro pour poser des questions. En revanche, un lien vous a également été envoyé sur lequel vous pouvez vous connecter et je tâcherai, dans la limite du temps imparti, évidemment, puisque c'est une course contre la montre du fait du couvre-feu désormais, je tâcherai de relayer le plus possible les questions posées par la salle. Sommes-nous en direct avec Paul ? Il est là. Yes. Hi, Paul. Good morning. Thank you for being with us. Il a coupé son micro. Ah. Maybe you shut down your micro. Est-ce qu'il nous... Do you hear us? I do. Can you hear me? Yes. Can you hear me now? Yes, we hear you. Yes. Absolutely. Thank you very much. Good. Good morning. Thank you. It's no, not good morning. Bonsoir.
Good afternoon. Good afternoon. Sorry, you must be pretty busy right now because of the debate in a few hours. We are very honored that you have accepted our invitation to share with our audience what are the key points of this so special election. As you know, Nicolas Bétou has been hit by the COVID-19, and Gilles Sangès, in front of me, is replacing him to interview you. Je laisse la parole à Gilles, journaliste et éditorialiste à l'Opinion, qui connaît très bien les États-Unis pour y avoir séjourné, y avoir été correspondant. Messieurs, je vous laisse la parole. Hi, Paul. Good afternoon. May I introduce you very quickly? Paul Gigot is editor and vice president of the Wall Street Journal. In 2000, Paul won a Pulitzer Prize for his weekly Potomac Watch column in the Wall Street Journal. He is a very well-known political commentator. Paul, what is the mood in your country, actually? Do you think the game is already over? Can we trust the polls? First of all, let me say thank you for having me. I am a big admirer of L'Opinion, and I hope that Nicolas gets well soon. Is the election over? Well, with Donald Trump, it's never over. As we found out in 2016. Joe Biden has a big lead in the polls, probably 7-8 points nationally, and closer in the battleground states, 3-4. And what does that mean? It means that Trump could still win, but it is a harder time, I think, this time than in 2016 because he is the incumbent. And most voters have already made a judgment about him. So he is going to have a more difficult time closing the gap this time than he did against Hillary Clinton. Can we trust the polls? No, but anything can happen. But I still think Biden is the favorite right now, and maybe a significant favorite. What do you expect from the debate tonight? What do you expect from Donald Trump and then from Joe Biden? What will they do? Well, Donald Trump, the first debate was a disaster for Trump. He was too combative. He was interrupting, and you saw it in the polls afterward. He fell in the polls. And it reminded millions of Americans why they don't like Donald Trump, the personal qualities. So I think he has to tone that down. He has to drive the debate on the issues and try to put a contrast between Joe Biden's agenda and his. Right now, very few Americans even know what Joe Biden is proposing, especially swing voters, because Biden has done one thing that is very, very smart. He has made this election a referendum on two things: Donald Trump's character and COVID-19. And so I think you'll see Biden continue to do that. He will focus on try to get Trump to explode, but he'll stay very calm and he'll say, I'm the return to normalcy. I am the calm one. I am the adult, and I think he'll skim over most of the issues. That'll be his strategy. Continue what has worked for Biden, and unfortunately, Donald Trump Joe Biden wants to make the election a referendum on Trump. The problem for Trump is that so does Donald Trump. He can't keep himself out of the center of attention, so the election is becoming a referendum on Trump. We don't know very well Joe Biden. Who is he? Has he the full support of the Democratic Party? And yes, go ahead. Yeah, Joe Biden is a kind of a mainstream Democrat historically. He's been in public life since he was 29 years old. He joined the Senate at 29 from a small eastern state, Delaware. He is a person of his party. He has moved wherever the party has moved.
So, for example, he doesn't have terribly strong convictions himself. He's never, he ran for president twice before and failed. He moves with the party. He was a loyal vice president to Obama, but he hasn't done what most presidential candidates do, who are successful, which is put his policy stamp on this race. Much more this time, Biden has absorbed the agenda of his party. And that party has moved left in the last 4 years, since even President Obama left the stage. And Biden has had to accommodate that. He made a condominium with Bernie Sanders on climate, on taxes, on social welfare, on health care. And so Biden is going to have to manage that if he wins. But he's a mainstream Democrat himself, but he's moved left with his party. And how will he manage the left of the Democratic Party? It will be a problem for him. It'll very carefully. It will be a challenge, because particularly if the Democrats also take the majority in the U.S. Senate, he will have to deal with a very demanding left wing of his party. They think that this will be a historic opportunity. They will, yeah. No, they'll say we helped you win, we helped you get across the finish line, and now you owe us. So the question will be, how does he repay them? And that'll be the big story if Joe Biden wins. Coming back to the debate, what will be his reactions if Trump speaks about his son Hunter? I think, well, you can guarantee that he will, okay? Trump will bring that up. I guarantee you. And I think that Biden's response is likely to be to say that, dismiss it, to say that it's a smear, to say that Trump has no agenda, he's losing, and this is why he's desperate. I don't think Joe Biden will want to engage in the debate on this because he hasn't at any other time, because he doesn't feel he has to, because he's winning. And will he speak himself about Donald Trump's taxes? I'm sure that he will bring that up as a counter. He most assuredly will. Why don't you bring them out, turn them over? So yeah, I think he will, although most Americans by now are familiar with Trump's taxes, and I think that issue is not going to be a most important one. The biggest advantage Biden has is Trump's persona, and millions of Americans are tired. They have Trump fatigue, and he will try to bring that out. And then the other one is COVID. He will try to pin every American death on Donald Trump. So if Donald Trump loses, how will he react and his supporters from the far right? Well, of course, he'll react with grace and decorum and leave the stage graciously. No? You sure? I'm being ironic. I think that he will say that if it's a close election, he will fight it in the courts. If there's a contentious legal fight over counting in some state, he will fight that. If in the end he loses, I think he will say that it was unfair, and he will not be able to stay in office. Don't believe that. If he loses the Electoral College on January 20th at noon, he will be escorted from the White House if he's not leaving voluntarily. That's not going to happen. But we could have some ugly legal fight after the actual vote if the election is close. And do you think that the Democrats
can win the Senate? Yes, they can. It's very much in the balance. I would say that the range of outcomes now are 51-49 for the Republicans maintain a narrow majority, all the way to 55 Democratic seats if there's a big blue wave. In which it really depends. Gilles, yes, go ahead. We have a few questions about the vote by correspondence. This is a big subject in the US. Do you have fresh figures about that, the mail-in order votes? And do you have a fear on cyber risk with a foreign ingerence in the voting system in the US? So far in the U.S., about 40 million people have already voted. Just for comparison, that's compared with about 130 million total in 2016. So I think turnout this year will be much bigger than 2016 on both sides, Democrats and Republicans. I wouldn't be surprised if it's 150 million. Now, it's very hard to judge the balance of the mail-in votes. Who is leading? Democrats seem to lead in the early mail-in voting, but Republicans have been catching up. So it's a little hard to tell just by the pattern of the mail-in votes. As far as the integrity of the ballots, what worries me is some of the states' counting rules. Some of them have said, look, we're going to wait 3 days, 6 days. In I think it's North Carolina, there now is a ruling that they can wait 12 days to count mail-in ballots after November 3rd. If it's close in North Carolina and Trump is ahead on election day, and then the votes come in mail-in and Trump loses, that's a recipe for real partisanship, real discord, and legal fights, and that could create a big problem. As far as cyber, I'm not so worried about that. I think the attempts from outside, from Russia and Iran and elsewhere to influence the election is through attempting to send out disinformation via Facebook and Twitter and other social media to poison some of the voters. But I don't think that's going to be a big factor. And do you fear any troubles? If it's not a close election, no. If it is close, I would not. Yeah, we could have some protests afterwards. Depends on how close the election is. If there are irregularities in counting in Pennsylvania, like Philadelphia, which is notorious for irregularities, in Milwaukee, in Detroit, in close states, in Florida, there could be. I mean, I would not rule it out. We have a very polarized country right now. And either side is going to be poised to say, or some chunk of the either side, they're going to be poised to say that this result is illegitimate. So it's a potentially perilous moment. What can Europe may expect if Donald Trump wins? Well, I think that, first of all, you can't expect necessarily anything certain from Donald Trump. I hope you have learned that in 4 years, particularly when it comes to what he says. I think that he will continue to speak off the cuff. He will be more empowered, feel more empowered, I think, to pursue his agenda. He will, I think, continue to press Europe on a whole host of trade issues. On the good side, I think he will try to do a trade deal with the UK.
As far as the EU goes, I think he will have an agenda to get a trade deal, but I would not be surprised if he rattles on about car tariffs, for example, and other things. And if Joe Biden wins? Joe Biden is a much more traditional liberal internationalist. And I think you'll see him, number one, he'll return to the Paris Climate Accord. I think he will attempt to repair relations with Angela Merkel, first and foremost. I think you'll see less pressure on military spending on NATO, less pressure on Nord Stream 2. And I think you'll see some effort to reach out to Russia, though very cautiously because of the role Russia has played in the Trump administration. And then on Iran, I think he re-enters the Iran deal and attempts to get Iran to drop its violations of the agreement and return to the JCPOA of 2015. And with China? That's the wild card. That's the most interesting decision he has to make, because the politics of China has really changed in the United States. And that is in both parties, not just Donald Trump. Cannot underestimate how much the Xinjiang camps and the Hong Kong takeover and some of its cyber theft has changed American domestic politics about China. So Biden, I think, will try to turn down some of the rhetoric. He will try to have a summit with Xi Jinping in the spring of 2021. But I don't think he'll lift the tariffs, not at least at first. And I think he will have to take a tougher line on against China generally than Obama did. How tough is hard to see, hard to know. Gilles-Paul, depending on Biden wins or Trump wins, what could be the relations with Russia? Well, that is very interesting, because if Trump wins, all of his rhetoric has been he wants better relationship with Russia. He and Macron are not that different on that point. And I think Trump wants Putin into the G8. I think if he make it a G8 instead of a G7, I think that if he wins, he will try to do that and try to get some kind of a nuclear deal with Russia. And I wouldn't be surprised if he attempts to work something out on Ukraine as well. Now, Biden has a little different issue, because his instincts would be similar to Trump on that, but he may be boxed in by the politics of the last 4 years. Democrats have spent the last 4 years making Russia the main American enemy. So he's going to have a hard time walking that back politically to do a deal. And I don't think you'll see quite remember, if you will, the reset from 2009. I don't think you'll see a repetition of that, though Biden will want to make some kind of he'll want to have a relationship with Putin. Who will be the base in the White House for the American economy for you? Who will be you mean who will be his advisors, or what will they do? Who do you prefer? Trump, 4 more years with Trump, or 4 years with Joe Biden? Oh, for the economy? Yeah. For me, it's a clear choice. It's a clear choice. Trump's policies are much better for the American economy than Joe Biden's. I think both on taxes, on labor law,
on energy policy, on social welfare. I think the problem with Trump is he's such a poor salesman for those policies, and his persona is the main issue that me and that I and a lot of other Americans would have. But in economics, I think Trump would be better. I think the tax policies of Biden are the most left wing since the 1970s. What do you expect, for example? What do you fear? Well, look, I think that the economy next year could be quite good because if COVID leaves the stage with a vaccine or some kind of herd immunity, then I think you'll see the American economy unleashed in 2021, and we could have a very good year. We're actually having a very strong recovery now. Third quarter GDP will increase by 35%. Fourth quarter looks like 5% or more. And next year I could see another 5% or so. So in the short term, it could be good. I think the question is, do Democrats take the Senate? How left-wing are their economic policies? How high do taxes go and how soon? And then the Federal Reserve, does it have to adjust interest rates in response or not? So those are wild cards. But what I fear is a leftward economic policy that slows growth and leads to long-term trouble for the erosion of American competitiveness and growth. Do you need a plan, a big plan like Nancy Pelosi wants? Do we need a big plan? Yeah. I don't think we do. No, I don't think we need much at all. We need a little bit more money for testing, maybe. We need some more money for some small businesses, perhaps, but a much smaller bill than she wants. She wants $2 trillion on top of the previous $3 trillion. We don't need that. The economy is coming back, even the labor market. I think the economy could have created another 2 million jobs in October, for example, 3 million. So we're coming back faster than most people feared. Okay, Olivier? Yes, we are focusing in Europe and particularly in France on the presidential election, but not on the Congress. A scenario with a Trump victory, but no majority at the Congress, is it possible? Or, at the opposite, a victory of Biden with a very narrow, very weak majority at the Congress? The Democrats are going to keep the House. The question is, how many seats do they gain? Is it 2 or 3, or could it be 15, 20? The Senate is the wild card. And as I said before, it could be anywhere from 51-49 Republican to maybe 55-45 Democrat. Do I think Trump could win and Democrats win both the Senate and House? Possible, but unlikely. More likely is Biden wins, they keep the House, and the Senate a narrow majority for Republicans. But you could also get a blowout, Biden blowout, and a big sweep. I don't see a Trump Republican sweep. And can we go back to the presidential election? You know, from this side of the Atlantic, people are very surprised that Trump could win 4 years ago, despite the fact that he had 3 million votes less than Hillary Clinton. Would that be possible again? Yes, yes. Biden will. That will be the path to victory if Trump wins. Okay, the American system is not a plebiscite. It is not a popular vote. It's hard for me to believe that Trump wins the popular vote because California, Illinois,
New York, very large states, are going to vote overwhelmingly for Biden. But we have this thing called the Electoral College. And sometimes in American history, 2000 with Bush, 2016 with Trump, if you win the right states, you win the Electoral College. And that's what Trump is aiming for again. And, this will be decided in Florida, North Carolina, Arizona, and Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. That's where this will be decided. Well, the problem for Trump is that Trump has to win nearly all of them. And if he loses Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, he loses the Electoral College narrowly unless he picks up a state like Minnesota or Nevada, and that's unlikely. In France, we have a very sad situation with the crisis, but it looks like the population is very divided. And when we look at the United States, looks like the country is very divided because obviously between the Democrats and the Republicans, but also we have we've been very astonished by the images with the Black Lives Matters and all the police issues. What will be the policy of Joe Biden by the security point of view? In domestic security, I think he will try to straddle the middle. He will try to talk about racial justice and bring in people who will represent the Black Lives Matter left. But he will be very careful not to attack police. And I think navigating that issue for him will be a challenge. And I think you'll see some attempt at reforming police departments, which is hard to do nationally because in America these are local issues mainly. But I think he'll try to calm things down on that front, and that would actually be good. We could use that. Okay, thank you. Gilles, d'autres questions? No, last one. Do you think that we will have final results on Tuesday night, 3rd of November? Well, for the good of the country, I hope so. I'd like to see, I don't want to see the legitimacy of the election challenged. That's not good for democratic governments. But I would say there's probably a good 40% chance that it will not be known by Election Day, and it might extend for at least 3-4 days, maybe even a week. So there's a chance that will be the case. I know I'm going to have to sit down, and could be a very long night, and maybe a very long week. Okay, Paul, many thanks, and good luck and good night. All right, my pleasure. Thank you very Thank much. you very much, Paul, for having been with us today. It's time for us to free you. And I guess you're going to be quite busy in the next few hours with the debate. But on the other way, it's very exciting to follow that campaign. That's why we got into this business. Exactly. Have a nice day. Bye-bye. Thank you very much. Good night. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir mené cette interview. On va passer à notre intervenant suivant. Alors, Covid oblige, évidemment, Gilles va quitter la scène. On va devoir désinfecter et les sièges et retirer les bonnettes des micros. C'est un cérémonial auquel nous devons de nous plier désormais. Ça se fait relativement vite, mais ça fait partie de nos habitudes désormais. Donc, j'accueille Gilles Mouek, qui est chef économiste du groupe AXA et directeur de la recherche d'AXA Investment Managers, qui va être interrogé par Fabrice Anselmi.
Alors, journaliste en charge du suivi de l'actualité macroéconomique et des marchés à l'AGFI. Fabrice, qui a accepté de remplacer Alexandre Garabedian, directeur des relations de l'AGFI, non pas au pied levé parce qu'il était averti depuis quelques jours, mais Alexandre Garabedian, vous allez dire, on n'a vraiment pas de chance à l'opinion à l'AGFI, qui lui aussi a dû se confiner car étant cas contact, mais nous avons des ressources. Du coup, la parole est à vous, messieurs. Bienvenue à vous deux. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Gilles. Merci de votre présence. Alors, cette élection tombe dans un contexte, on l'a vu, particulier, le contexte de l'épidémie de Covid-19, qui a largement touché tant les États-Unis que le reste du monde. Dans ce cadre, on peut se demander si les programmes économiques de Joe Biden et de Donald Trump sont à la hauteur des défis qui paraissent énormes, même si Paul Gigot a trouvé l'économie américaine en pleine reprise. On va y revenir. Voilà, on va y revenir. Tout d'abord, comment pourraient réagir les marchés aux différents scénarios après le 3 novembre ? Merci d'abord de votre invitation. Des scénarios, malheureusement, on peut en tracer beaucoup. Alors, je vais me concentrer sur trois scénarios. Le premier, c'est celui d'une victoire de Biden qui serait à la fois large et rapide. Large, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est élu et que les démocrates emportent le Sénat. Donc on a un alignement complet, le Congrès démocrate, la Maison-Blanche, et rapide au sens où il n'y a pas de contestation, ou en tout cas l'écart est suffisamment élevé pour que l'on puisse avoir une clarification très rapidement dans les quelques jours qui suivent l'élection. Alors, c'est un scénario qui inquiétait beaucoup les marchés il y a 1 mois, voire 2 mois. Pourquoi? Parce que le programme de Biden est très intense en impôts. Mais il est également très intense en dépenses. Et là où je ne suis pas complètement d'accord avec Paul, c'est que moi je pense que l'économie américaine a besoin d'un soutien budgétaire supplémentaire parce que le marché du travail, qui se portait beaucoup mieux au début de l'été, est reparti plutôt à la baisse, et qu'un stimulus supplémentaire s'avérerait utile. Et je pense que le marché, qui remonte en fait plutôt avec les nouvelles des sondages positifs pour Biden, en fait serait capable d'acheter cette victoire large et sans appel de Biden sur le thème « on verra plus tard, les hausses d'impôts attendront peut-être 2022-2023, 2021 ce sera surtout une augmentation des dépenses et c'est positif ». Scénario 2, sans doute beaucoup moins probable selon les sondages, Trump gagne. Mais comme l'a dit Paul, il gagne probablement sans emporter la Chambre de représentants. Donc on reste dans le statu quo actuel. Et le statu quo actuel n'est pas forcément génial pour les marchés, parce que ça veut dire sans doute la poursuite d'une paralysie, d'une vraie difficulté à obtenir des décisions de politique économique. Donc le statu quo est sans doute un mouvement de 2 ou 3 jours positif du marché action qui voudra retenir le fait que Trump c'est bon pour la dérégulation des marchés, mais probablement pas tant que cela. Et puis le troisième scénario, c'est le scénario un peu compliqué de contestation. Probable. Le 3, où on se retrouverait dans une situation à la floridienne à 2000, Gore versus Bush, avec 2 différences. En 2000, il s'agissait d'un État. Là, on peut avoir des contestations dans 5, 10, 15 États, donc une multiplication des procédures, une vraie volatilité, une vraie incertitude. Et puis deuxièmement, une situation politique, comme l'a dit Paul, beaucoup plus polarisée, avec un risque de manifestation, émeute, tout ce qu'on voudra. Et là, j'ai peur que ce soit le risk-off. En 2000, au moment de l'affaire floridienne, le S&P avait perdu à peu près 6%, le dollar avait initialement remonté, puis avait baissé. Donc je pense que là, ce serait un scénario sans doute assez négatif pour les marchés. Paul parlait de 7 jours, enfin espérait 7 jours de contestation maximum. Moi j'ai lu que ça pourrait être beaucoup plus long. Alors, Paul est un meilleur connaisseur que moi de la situation politique américaine, mais une date qui, sur les marchés, est centrale pour tout le monde, c'est le 14 décembre. Le 14 décembre, c'est la réunion du collège électoral. C'est là où, normalement, l'un des deux doit obtenir 270 voix. Si, pour une raison ou pour une autre, par exemple parce que des gouverneurs dans certains États refusent de certifier leurs représentants, refusent de dire voilà la liste de noms qui représentera tel ou tel État, et qu'on est incapable de décider le 14 décembre, là on est en vrai blocage, et en fait la décision finale reviendra au Congrès. Donc ça peut durer malheureusement très longtemps. Merci. Que peut-on attendre de la Réserve fédérale dans les différents cas qu'on vient d'évoquer ? Alors je pense que dans alors commençons par le troisième en fait, par la contestation.
S'il y a contestation, je pense que ce sera accompagné par une très grande volatilité des marchés, un risk-off assez généralisé, et je pense que dans ces conditions-là, Jay Powell voudra amener de la réassurance. Et ramener la réassurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller plus loin dans le quantitative easing tout de suite. Donc ça, je pense qu'on pourra s'y attendre dans les jours, dans les semaines qui suivraient une contestation. Ce serait sur les rachats de titres du Trésor et de titres hypothécaires? Probablement une montée en puissance encore plus forte que celle qu'on a aujourd'hui de l'opération QE. Ça ne viendrait pas immédiatement. Encore une fois, il faudra attendre quelques jours avant d'avoir une idée de là vers où on va. Mais je pense que la Fed, oui, sentirait qu'il est de son devoir de soutenir des marchés qui seraient probablement en proie à une très forte volatilité. Deuxième scénario, Trump gagne mais ne remporte pas la Chambre. Là, j'ai envie de dire, c'est le statu quo. La Fed n'a probablement pas grand-chose à faire immédiatement, et on verra dans le cours de 2021 si la paralysie du côté budgétaire les oblige en fait à davantage d'actions. Puis le dernier scénario, c'est celui de la victoire large et sans appel de Biden. Et je pense que là, ça peut conduire la Fed à vraiment rester l'arme au pied. Pourquoi? Parce que la Fed, depuis des mois, dit, écoutez, nous, de notre côté, on a fait ce qu'on a pu, et on a fait le maximum, et on a une rhétorique de la part de la Fed qui, en fait, s'est déportée vers le futur, qui nous dit, voilà, je laisserai l'inflation surchauffer dans quelques années, etc., mais qui ne dit pas grand-chose sur ce qu'elle ferait aujourd'hui. Et donc, si la Fed sent que le soutien budgétaire arrive, que Biden, grâce à son contrôle du Sénat, pourra obtenir une relance budgétaire très rapide, moi je pense que la Fed n'ira plus très loin et que le marché commencera à se poser des questions d'une réduction en fait, du soutien de la Fed, et ça c'est cohérent avec des taux d'intérêt de long terme qui remontent. Malgré son changement stratégique de Jackson Hole, justement sur le laisser filer l'inflation? Moi j'ai un léger problème avec Jackson Hole. Intellectuellement je trouve ça très élégant. Mais pour moi, c'est de la politique monétaire pour économistes. C'est-à-dire que ça amuse des gens comme moi qui, malheureusement, y passent leur journée. Mais cette idée d'une politique monétaire qui essaye d'agir aujourd'hui en promettant de ne pas faire quelque chose, c'est-à-dire de ne pas remonter les taux aussi vite qu'elle le ferait normalement dans quelques années, si par hasard l'inflation devait dépasser les 2%, je pense que c'est un peu compliqué et que la capacité d'action sur le marché aujourd'hui est assez faible. Ça ressemble à une promesse de politicien. Les banques centrales, en général, sont assez sensibles au thème de la crédibilité, peut-être un peu plus que les politiciens. Mais c'est vrai qu'il y a une asymétrie, pour dire les choses élégamment, entre le message que reçoivent les marchés et ce que la Fed peut ou pourra faire dans quelques années. Merci. Quels impacts sectoriels peuvent avoir les mesures promises par Joe Biden, comme les hausses de la fiscalité sur les impôts des sociétés ou la hausse du salaire minimum? Alors c'est ça qui inquiétait beaucoup les marchés il y a 1 ou 2 mois, donc sans doute séquençage, on attendra avant de remonter les impôts. Mais les secteurs perdants, ce sont les secteurs intensifs en main-d'œuvre à faible productivité, donc par exemple le secteur du retail qui déjà ne va pas très bien, donc une augmentation très forte du salaire minimum, ça c'est problématique. On peut aussi s'attendre à des retours de bâton sur certains secteurs qui ont bénéficié de la tendance générale à la dérégulation qui a été promu par Trump, par exemple le secteur financier. On a eu quand même un détricotage de pas mal de mesures de l'époque Obama, et probablement aussi dans tout ce qui concerne l'environnement, mais je pense que vous y reviendrez en plus en détail. Quid d'autres secteurs comme l'énergie, la santé? Il y a un débat sur la santé par exemple? Il y a un débat sur la santé, mais Biden, en fait, a une position très centriste sur ces questions-là. C'est-à-dire que, moi, la manière dont je regarde la plateforme électorale de Biden, pour moi, c'est du judo politique. C'est-à-dire que pour conserver le soutien de la frange la plus radicale des démocrates, il a importé dans son programme énormément d'éléments environnementaux. Il y a une vraie poussée pro-green dans le programme de Biden, ce qui n'est pas évident compte tenu de sa trajectoire politique personnelle. En revanche, sur les questions de santé, sur en gros la sécurité sociale universelle, il a été beaucoup moins loin que ce que la gauche et le Parti démocrate voulaient. En gros, ce qu'il veut, c'est une espèce d'Obamacare étendue, mais qui ne remet pas forcément en cause l'économie générale du secteur de la santé aux États-Unis tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Il s'appuierait encore pas mal sur le secteur privé. Hein. Oui, c'est-à-dire en fait une obligation de contracter, une incitation à contracter une assurance privée, mais pas de remplacement du système privé par un système public.
Merci. Fabrice, moi j'ai encore plein d'autres questions. Oui, voilà. Peut-être une question, revenir sur le sujet de la dérégulation, c'est excessivement important. On se souvient que Trump, en 2017, juste après être arrivé au pouvoir, avait un peu détricoté la loi Dodd-Frank, qui était née de la crise précédente. Est-ce que Joe Biden, précisément sur ce sujet, s'est engagé pour donner un coup de verrou supplémentaire au secteur financier, donc à la banque, l'assurance ? À ma connaissance, il n'y a pas d'engagement ferme de la part de Biden sur ces questions-là, et surtout, il n'y a pas de timing. D'ailleurs, il n'y a pas de timing du tout dans sa plateforme, c'est ça qui est intéressant. Sur les éléments économiques, il y a avoir de la prudence, j'imagine. Voilà, il y a des engagements très nets sur les mesures, mais il n'y a pas d'engagement sur le calendrier, ce qui permet d'espérer un séquençage. Mais c'est vrai que sur la question financière, il faut jamais... Moi, je pars toujours du principe que Biden a été le vice-président d'Obama, et qu'il a été un vice-président loyal et très engagé et très actif. Il y a des vice-présidents qui sont quasiment inexistants, pas lui. Et j'imagine qu'il conserve de ses 8 ans comme vice-président un certain nombre de réflexes de politique économique, et dans ces réflexes de politique économique de l'ère Obama, il y avait la re-régulation du système financier. Là où il est probablement plus tiède sur la régulation ou la re-régulation, il y a tout ce qui tourne autour du secteur de la haute technologie. Parce que là, il est pris dans une situation assez complexe entre une gauche du Parti démocrate qui est de plus en plus rétive ou de plus en plus réticente à laisser les grandes entreprises du secteur technologique fonctionner dans une très grande liberté, et le fait que Kamala Harris, la future vice-présidente s'il est élue, est élue de Californie, et les partis démocrates ont été énormément soutenus financièrement par le secteur du high-tech. Donc là, j'ai l'impression qu'il chercherait sans doute à trouver un point d'équilibre, qu'il n'irait pas forcément très loin. Sur le secteur bancaire, encore une fois, informé des 8 ans d'Obama, il a probablement un retour de bâton. Sur le high-tech, il y a pas mal d'analystes. On voit sortir sur nos boîtes mail régulièrement ces 2-3 dernières semaines, pas mal d'analyses qui disent que les big tech, au même titre que les big oil, seraient plutôt gagnantes avec une élection de Trump. Alors, il faut être précis là-dessus. C'est-à-dire que Trump, par exemple, qui a une relation compliquée avec les grandes entreprises du high-tech californien, c'est moins compliqué. Dont une en particulier. A en tout cas été toujours très actif dans sa défense des GAFA, lorsque par exemple les Européens ont cherché à leur mettre des bâtons dans les roues sur le marché ici. Donc il y a eu une espèce de protection au sens où je ne les aime pas beaucoup, mais c'est une entreprise américaine, donc ils méritent mon soutien. Et donc là, on sent qu'effectivement, tout ce qui touche au statut des GAFA dans une économie globale, il y aurait défense via Trump. Il y a aussi la question de la vie privée, de la privacy, qui est sans doute davantage importante pour les démocrates, surtout l'aile gauche des démocrates, que pour Trump. Donc là-dessus, sur la question de la gestion des données, par exemple, il y aurait sans doute un certain tournevis. Et Kamala Harris, en fait, lorsqu'elle était ministre de la Justice de l'État de Californie, a été assez loin, en fait, dans le contrôle de la vie privée, l'utilisation de la vie privée par les GAFA. Mais encore une fois, d'après CNN en tout cas, le high-tech a contribué 3 fois plus à la campagne de Biden qu'à la campagne de Trump. J'imagine qu'il y a une certaine rationalité dans leur décision. Merci. Olivier, moi j'ai encore plein de questions, mais... Je t'en prie, vas-y. Alors, une des questions, c'était lequel des 2 programmes serait le plus porteur pour éventuellement retrouver de l'inflation, si on doit retrouver de l'inflation aux États-Unis? C'est une question compliquée parce que c'est difficile de mettre ligne à ligne, de comparer ligne à ligne les programmes de Trump et de Biden, parce que Biden a publié une plateforme économique, encore une fois, très souple sur le calendrier, mais très précise sur les mesures, alors que du côté de Trump, fondamentalement, on essaie de deviner et on imagine que ce serait la poursuite des politiques menées depuis 4 ans. Normalement, Biden ayant promis une relance budgétaire plus importante, étant aligné sur les positions actuelles démocrates avec ce fameux paquet de 2 trillions, c'est probablement cohérent avec une inflation qui renormalise plus rapidement sous Biden que sous Trump. J'avoue être assez détendu sur ce thème-là, parce que l'inflation, sa manière
je ne sais plus comment on manufacture de l'inflation dans une économie développée comme celle des États-Unis. C'est-à-dire que depuis des années, on a des politiques de reflation de la part des banques centrales et du budgétaire. Il ne faut jamais oublier que Trump a mené une politique budgétaire extrêmement accommodante, et l'inflation n'est pas revenue à ces 2%. Et je pense que dans l'hypothèse où on conservera des cicatrices assez profondes de la crise du Covid, et c'est mon hypothèse, je pense que c'est une crise qui aura des conséquences sur 2021-2022 assez lourdes. Moi, je n'imagine pas un retour dans l'inflation s'imposant comme grand thème probablement avant la prochaine élection. Merci. Des questions de la salle? Pas pour l'instant. Non. J'ai encore un peu de temps? Oui, on a encore 5 bonnes minutes. Très bien. Alors, une autre question, c'est quelles pourraient être les conséquences, je dirais, plus globales pour la situation économique américaine et, je dirais, les corrélations avec l'économie mondiale? Alors, ça a été couvert par Paul, et je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que le gros souci des 4 dernières années en termes d'impact sur le reste du monde de la politique américaine, ça a été la question commerciale. Et c'est la question dite de la déglobalisation. Et je ne vois pas là-dessus de différence si fondamentale que cela entre Biden et Trump. Oui, Paul a raison de dire que Biden est un internationaliste libéral traditionnel. C'est probablement sa construction. Mais regardez le programme de Biden, qui est encore une fois long et précis. La notion de acheter américain revient quasiment toutes les pages. C'est vraiment un vrai basculement de la pensée démocrate là-dessus. Enfin, basculement, c'est un retour aux sources. Les démocrates ont longtemps été très réticents vis-à-vis du libre-échange. La conversion au libre-échange démocrate, ça date en gros de l'ère Clinton, qui a eu bien du mal à convaincre son propre parti de soutenir l'accord de libre-échange nord-américain. Donc c'est une conversion relativement récente. Biden a compris que ce qui a fait perdre Hillary Clinton, c'est le vote dit de la classe ouvrière blanche, et la classe ouvrière blanche veut du protectionnisme. Et Biden leur en donne. Il leur en donne par exemple avec un programme fédéral de soutien aux investissements des collectivités locales qui a pour condition que les produits achetés soient américains. Donc n'attendons pas d'une élection de Biden à une espèce de reconversion, de virage sur l'angle avec du multilatéralisme, oui, mais une conversion au libre-échange ou un retour au libre-échange, ça je n'y crois pas beaucoup. En revanche, dans le choix des partenaires et dans le choix de la tonalité, oui, on aura sans doute une différence. C'est-à-dire que ce qui a beaucoup compliqué la vie des économistes et des stratégistes dans mon genre depuis 4 ans, c'est le fait d'être en permanence dépendant d'un tweet qui sort à 2h du matin et qui bouscule totalement tous les calculs qu'on a pu faire pour les 3 mois qui viennent. Je ne pense pas que ce sera le style de Biden. On aura quelque chose de plus prévisible. Mais sur le fond, sur cette question de la déglobalisation, je pense que là, il y a une évolution américaine qui transcende l'écart entre républicains et démocrates. Ce n'est pas là-dessus que ça s'écharpe. Merci. Une dernière question de la salle? Juste une... une dernière question peut-être pour toi. Alors, très bien. Madame, alors je suis désolé, on ne prend pas de questions par les micros. Navré, Covid, je suis navré, on est obligé de se soumettre à des règles très strictes. J'avais posé justement la question de l'inflation, mais peut-être que Gilles peut répondre à nouveau. Je pense on a plus de chances de s'en rapprocher qu'avec une politique Trump, mais que les chances d'y arriver me paraissent quand même faibles. C'est-à-dire que si vous voulez une proportion, je vous dirais qu'avec Biden, on a peut-être 40% de chances d'y arriver, avec Trump, peut-être 25%. Mais que moi, mon scénario de base, c'est qu'on n'arrivera pas à faire revenir l'inflation vers 2% avant peut-être 2023-2024. Merci. En conclusion, j'avais envie de dire que, comme le rappelait le Wall Street Journal dans ce fameux cahier de 8 pages, on ne peut pas vraiment reprocher à Donald Trump un si mauvais bilan économique sur les 3 premières années, mais ce bilan était quand même un petit peu inférieur aux promesses, et malgré les baisses d'impôts. Donc, et finalement, le programme démocrate aujourd'hui apparaît sous un jour plus favorable, je dirais, avec la crise. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, juste faire remarquer une chose, c'est que la croissance moyenne des États-Unis, croissance du PIB, de 2017 à 2019, c'est 2,5. C'est exactement la moyenne des 3 dernières années qui l'ont précédé. Et le tout avec un creusement du déficit. Donc on retrouve ce qu'on a déjà vu par exemple dans les années 80, à savoir un président républicain nominalement favorable à des politiques de l'offre qui en fait une politique de la demande. Merci beaucoup messieurs. Merci Gilles. On retiendra de l'intervention de Gilles Mouek que protectionnisme, il y aura quoi qu'il arrive, soit Trump ou Biden, peut-être un peu plus coulant avec Joe Biden. Merci beaucoup pour ces explications et ce décryptage économique. Merci Fabrice. Nous allons maintenant donner la parole, après la désinfection des sièges et des micros, à une autre intervenant, plutôt Alexandra Dehoop-Scheffer, qui dirige le bureau parisien du German Marshall Fund of the United States, qui est un think tank visant à faire la promotion des relations transatlantiques. Alexandra est une grande spécialiste notamment de la politique étrangère américaine. Pour vous interroger, Gilles Sangès, mon compère de ce soir, fait son retour sur scène avec vous dans quelques instants, le temps que tout soit prêt. Vous pouvez les encourager par vos applaudissements. Bienvenue, la parole est à vous. Oui, bon, les présentations sont faites. Effectivement, le German Marshall Fund est un centre de recherche américain très présent en Europe, dont l'objectif est de renforcer le dialogue et la coopération transatlantique dans les domaines économiques, politiques et stratégiques, et qui a notamment initié, si je ne me trompe, un certain Emmanuel Macron aux États-Unis via un voyage d'études avec Najat Vallaud-Belkacem, notamment, si je ne me trompe. Enfin, donc, Alexandra, pour revenir à votre job, est-ce qu'on peut vous plaindre? Parce que vous avez quand même dû connaître des années difficiles depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2017. Depuis cette date, en effet, les États-Unis ont quitté l'accord de Paris sur le climat, dénoncé l'accord nucléaire avec l'Iran, entamé une guerre commerciale avec l'Union européenne, pire que la Chine, a même dit Donald Trump à un moment, sans parler du blocage de l'Organisation mondiale du commerce et la fermeture récente du robinet financier de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, Alexandra, que peut-il nous arriver de pire si Donald Trump est réélu? Est-ce que c'est une sortie de l'OTAN? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Alors d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Merci aussi d'être présent malgré le contexte, et je salue aussi tous ceux qui nous suivent en distanciel, comme on dit. Nous sommes en présentiel et il y en a d'autres qui nous suivent à distance. Mais pour répondre à votre première question, je ne serai pas aussi pessimiste. C'est vrai que moi, je respire la relation transatlantique au quotidien. Mon rôle à Paris, c'est d'essayer de mieux faire comprendre en premier lieu la perspective française sur les enjeux de politique étrangère, où il y a un besoin sans cesse de dialogue franco-américain et euro-américain plus largement, et inversement, comme c'est le cas aujourd'hui, d'essayer aussi de mieux faire comprendre la politique américaine, l'évolution aussi de la réflexion stratégique à Washington auprès donc de mes collègues ici en France ou en Europe, qui soient au sein des gouvernements ou des entreprises avec lesquelles on travaille d'ailleurs de plus en plus étroitement. Et donc moi, ce que je retiens de ces 4 ans de Trump, avant de glisser un peu sur la prospective, et ce que j'ai pu expérimenter également en conviant des responsables de l'administration Trump au sein de mes séminaires, que ce soit sur la Chine, sur l'Iran, que ce soit sur l'OTAN précisément, ou sur l'autonomie stratégique, qui est un thème sur lequel j'ai énormément travaillé à la fois avec nos partenaires européens et américains. Ce que je retiens, c'est que le dialogue est devenu beaucoup plus direct, je dirais même beaucoup plus clarifiant. Et c'est vrai que ces 4 années de Trump, je pense, d'un point de vue héritage peut-être positif, aura permis de clarifier beaucoup de choses, aura permis de clarifier nos divergences structurelles transatlantiques,
et nos divergences en termes d'approche des grands enjeux internationaux. Et donc, si on fait un peu de prospective pour les 4 ans à venir, si Trump est réélu, je dirais qu'il y a 2 scénarios. Là, le scénario qui sous-tend un peu votre question, America First au premier degré, les pouvoirs présidentiels extrêmement forts, le rôle du président américain Trump sur les enjeux de politique étrangère qui continuera à s'affirmer de manière très, très forte, un unilatéralisme qui continuera, mais en revanche, pour l'OTAN, je ne crois absolument pas à un retrait de l'OTAN. Et même si Trump, et on le sait en 2018, avait évoqué un retrait des États-Unis de l'OTAN, on sait aussi que le Congrès s'y opposera très fermement. Et il y a notamment le pouvoir qu'on dit du porte-monnaie, le pouvoir du porte-monnaie qui revient à la Chambre des représentants, qui pourrait ne pas permettre au président d'utiliser l'argent fédéral pour pouvoir opérationnaliser un retrait américain de l'OTAN, puisque retirer les États-Unis de l'OTAN ont un coût, et un coût très élevé. Donc rien que par ce moyen-là, ça ne serait pas permis. Le deuxième scénario, moi je pencherais plutôt pour le deuxième scénario, qui me rappelle beaucoup en fait le deuxième mandat de Bush fils. On se souvient tous de la crise irakienne 2003 où il y a eu une crise transatlantique, un désaccord transatlantique extrêmement fort. Mais la fin de son premier mandat et surtout son deuxième mandat a fait ce que j'appellerais un virage vers plus de multilatéralisme. Corée du Nord, en 2006, il a lancé les pourparlers à 6 avec un certain nombre de pays asiatiques et surtout l'Iran, 2006 également, où il a rejoint le E3, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, en l'élargissant aussi à la Russie et la Chine, pour commencer les négociations sur le nucléaire iranien. Là, moi, ce que je constate, en tout cas depuis ces derniers mois, c'est pas un virage multilatéral de Trump, mais c'est quelque chose qui ressemble de plus en plus. Des exemples très concrets sur la Chine. Oui, visiblement, il a besoin de l'Europe pour contrer la Chine. Exactement. C'est vraiment une obsession, mais c'est la seule. C'est l'obsession de Trump. S'il y a une phrase à retenir qui résumerait en fait l'approche, la vision du défi chinois selon l'administration Trump, il n'y a qu'une phrase à citer, c'est celle de Steve Bannon, qui est d'ailleurs toujours très influent, un de ses plus grands conseillers sur tous les sujets politiques intérieurs et extérieurs, qui avait dit en 2019 « Tuer Huawei est plus important que de signer un accord commercial avec la Chine ». Donc c'est vraiment le défi technologique et la panique que l'on sent partout à Washington sur le fait que les États-Unis sont peut-être déjà en train de se faire dépasser sur le champ technologique par la Chine. Et donc là, effectivement, vous avez raison, Trump se rend compte, après 3 ans et demi, que les Européens peuvent être un partenaire pour essayer de contrebalancer l'influence chinoise, et notamment ici, en Europe, avec les investissements chinois, et puis également une surveillance quant aux technologies que nous continuons à exporter vers la Chine. Et le deuxième exemple qui, moi, me frappe, c'est en Asie. Mike Pompeo, là, ces dernières semaines, a été rencontrer tous les partenaires asiatiques des États-Unis en format dit Quad, parce que c'est États-Unis, Japon, Australie et Inde. Et là aussi, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas contrebalancer ou faire face à l'influence chinoise en Asie sans les partenaires asiatiques. Donc c'est pour ça que je me dis, si ça se trouve une deuxième administration Trump, en fait, après un premier mandat extrêmement unilatéraliste, America First à fond, eh bien, serait peut-être beaucoup plus ouvert à tendre la main à ses différents partenaires européens et asiatiques. Partons d'un scénario où c'est Joe Biden qui est élu. Est-ce que les Européens ne se font pas peut-être un peu trop d'illusions ? Après tout, c'est Barack Obama qui avait commencé à leur tourner le dos en se tournant vers l'Asie-Pacifique. Et c'est lui aussi qui avait initié le blocage à l'Organisation mondiale du commerce. Vous avez raison de faire le parallèle avec Obama.
Je travaillais au Quai d'Orsay à l'époque, au centre d'analyse et de prévision. On était censé justement réfléchir un peu long terme. Et une des premières notes que je devais écrire, c'était sur celle de l'Europe post-américaine. Est-ce qu'avec l'élection de Barack Obama, les États-Unis ne vont pas encore plus se retirer de l'Europe et se tourner davantage vers l'Asie? Et effectivement, le pivot vers l'Asie, ça a véritablement été concrétisé sous l'administration Obama. D'ailleurs, on retrouve autour de Biden tous les conseillers architectes de cette notion autour de lui, donc c'est très intéressant de le voir. Trump a accéléré ce process. Mais si c'est Biden, est-ce que oui, on ne va pas à nouveau se retromper? Obama, on s'est totalement leurré, puisqu'on s'est dit, ça y est, un président américain européen qui vient d'être élu, après 2 mandats de Bush Junior, ça va être génial, on va enfin pouvoir discuter, travailler ensemble. Eh bien non, ça n'a pas du tout été évident, je dirais même sur l'ensemble des sujets, que ce soit commerciaux, que ce soit la gestion des crises, l'Afghanistan, la Libye, on a vu un certain nombre de désaccords, et même par rapport à l'attitude adoptée par la Chine. Et donc un Biden, oui, il a, je dirais, une appétence, il a l'ADN de quelqu'un, d'un leader transatlantique, c'est évident. Sa vision du monde a été véritablement façonnée par la période de la guerre froide, ce qui n'était pas le cas de Barack Obama. Donc il a ça en lui. Mais Biden sera un président tout aussi exigeant. Ses conseillers autour de lui sont déjà en train de faire passer un certain nombre de messages, et notamment par rapport à la Chine. Et moi, ce que je vois de plus en plus se former dans la relation transatlantique, c'est une forme de remarchandage du contrat transatlantique avec la Chine en plein milieu. Washington qui va nous dire bon écoutez voilà avec Biden on est de retour, on va être un allié fidèle au sein de l'OTAN, on va assurer votre sécurité, votre protection, mais en échange on va demander de votre part européen d'être beaucoup plus ferme vis-à-vis de la Chine, d'être beaucoup plus vigilant quant aux investissements chinois chez vous, et beaucoup plus vigilant quant aux technologies, notamment à l'exportation de technologies comme les semi-conducteurs envers la Chine, qui pourraient potentiellement avoir un usage dans la sphère militaire. Et c'est surtout cette notion-là de basculement de la sphère technologique, économique dans la sphère militaire, d'un point de vue menace chinoise, qui obsède aujourd'hui Washington. Et donc nous, Européens, ou l'Alliance Atlantique, on est perçu, en tout cas aujourd'hui, d'un point de vue administration Trump, comme un instrument de contrebalance de l'influence chinoise. Pour Biden, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a une attente de la part de Biden d'un alignement encore plus fort de notre part européen par rapport à la politique de fermeté américaine vis-à-vis de la Chine. Et ça fera sans cesse partie de ce marchandage auquel on assiste déjà au sein de l'Alliance Atlantique. Alexandra, Gilles, justement, une question de quelqu'un qui nous suit. Pour bien vous suivre, c'est-à-dire que sans atteindre l'extrême qu'on a pu voir avec l'affaire de TikTok, on pourrait très bien avoir sous une présidence Biden une politique très dure vis-à-vis de la tech, vis-à-vis des applications chinoises, il y en a bien d'autres, pour contrer cette remise en cause du leadership, pour remettre sur le devant de la scène le leadership américain. C'est bien ça, hein? Oui, absolument, mais avec un volet qui, pour le moment, est un peu sous-développé dans l'approche de Trump et sur lequel Biden veut insister, et qu'un de ses conseillers a résumé avec la formule suivante: il ne s'agit pas seulement de confronter la Chine, il s'agit aussi de se donner les moyens, nous, Américains, de pouvoir courir plus vite que la Chine. Voilà. Et c'est ce volet-là, politique intérieure, politique industrielle, technologique américaine, comment développer des alternatives à Huawei, etc., pour pouvoir être encore plus compétitif. Et c'est sur le volet, en fait, développement des capacités américaines sur lequel Biden souhaite insister. Après, pourrait-il y parvenir est encore une autre histoire. L'avantage de Donald Trump, c'est que finalement, il avait quand même poussé les Européens à s'unir un peu plus sur la scène internationale. Est-ce que l'arrivée de Joe Biden va au contraire pousser un certain nombre de pays
à recourir vers Washington pour renouer les alliances traditionnelles? Je pense là aussi que c'est une illusion, et d'ailleurs une illusion assez française, de penser que Trump nous a permis de nous unir. Mon think tank a des bureaux partout en Europe, et beaucoup en Europe centrale et de l'Est, notamment à Varsovie. Vous allez à Varsovie, ils ne souhaitent surtout pas l'élection de Biden. Ils sont trop contents d'avoir eu Trump comme président parce que il a renforcé la garantie de sécurité vis-à-vis de Varsovie. Il est en train de réallouer certaines troupes américaines retirées d'Allemagne vers Varsovie. Donc il y a des points de vue très différents par rapport à notre relation vis-à-vis de Washington. La France est un des rares pays, et on le sait tous, à promouvoir une forme d'autonomie stratégique, une forme d'autonomie diplomatique, politique vis-à-vis de Washington. Et ça, pour répondre à votre question, s'il y a un héritage que je retiens vraiment de cette ère Trump en matière de relations transatlantiques, c'est qu'il nous a obligés, nous, Européens, à clarifier nos intérêts stratégiques, à clarifier j'aime pas ce terme, mais bon, les lignes rouges européennes par rapport à des déviances ou des choix de Washington qui vont contre nos intérêts, donc typiquement le climat. Bon, les États-Unis se retirent, et ben on continue avec ceux qui en font partie. L'Iran, les États-Unis se retirent, on va essayer de faire en sorte de conserver cet accord de la meilleure manière possible, même si c'est pas évident. Donc il y a plein d'exemples assez concrets où on a vu cette autonomie diplomatique politique se mettre concrètement à l'œuvre, toujours tirée par la France, qui est à la pointe de ce mouvement. L'Allemagne a sensiblement changé et a été influencée par la France sur ce point-là, mais plus vous allez à l'est de l'Europe, et plus ils font un bilan extrêmement positif de Trump. Donc moi je pense qu'aujourd'hui l'Europe est pas plus unie après Trump, mais désunie. Et sur le volet sécuritaire militaire sur lequel je travaille plus particulièrement, ce qui me frappe, c'est que la sécurité collective qu'incarne l'organisation de l'OTAN s'est bilatéralisée à plusieurs endroits, avec une relation bilatérale US-Pologne qui s'est renforcée. Et puis n'oublions pas nos amis britanniques, puisque eux sont en train de quitter l'Union européenne. Et là aussi, il y a un mouvement à prévoir entre une Grande-Bretagne qui va aussi devoir s'aligner un peu plus sur la politique américaine. Sauf si c'est Joe Biden, puisqu'il est irlandais et il a déjà expliqué qu'il n'était pas question de signer un accord commercial si les accords sur l'Irlande du Nord n'étaient pas respectés. Absolument, et je pense que c'est d'ailleurs une très bonne démarche. Mais un Joe Biden, lui, et ce qui est très perceptible au sein de son équipe d'un point de vue relation avec l'Europe, ce sera une volonté de réparer la relation avec l'Allemagne. Ça, c'est vraiment, je dirais, la priorité numéro 1, c'est de trancher véritablement avec cette relation toxique entre Trump et Merkel et de remettre un peu l'Allemagne au centre de cette relation transatlantique. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Européens, on est assez désunis face à comment on doit en fait se positionner face à Washington. Vous avez raison de dire qu'avec un Biden, il y aurait un risque, notamment du côté de l'Allemagne, de voir l'Allemagne tellement heureuse de voir un Biden élu s'aligner un peu sur toutes les demandes des États-Unis. Et ça, c'est un scénario que les Français craignent un petit peu. Mais je pense que la seule manière de sortir de cette espèce de tension avec Washington, c'est de regarder le temps long, de se dire finalement que c'est pas autant Trump qui est imprévisible, mais c'est la politique étrangère américaine qui devient de plus en plus imprévisible et les engagements que prennent les États-Unis sur la scène internationale qui deviennent de plus en plus imprévisibles et précisément, comme on l'a dit dans le panel qui a précédé, en raison de la polarisation de la société américaine et de la vie politique américaine. C'est-à-dire que même si Biden était élu, qu'on se met à mieux dialoguer transatlantiquement, nous, Européens, on gardera en tête l'idée que peut-être 4 ans après, on aura un président qui ressemblera à nouveau peut-être à Trump, voire peut-être pire, et que donc les engagements qui auront été pris et signés sous forme de décret présidentiel, puisque le Congrès n'arrive pas à se mettre d'accord, sont très facilement réversibles
4 ans après par le prochain président, puisque Biden a déjà précisé qu'il ne ferait pas un second mandat. Et donc c'est cette incertitude sur le temps long par rapport aux engagements pris par les États-Unis sur la scène internationale qu'il faut intégrer, et donc se dire effectivement, est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à essayer de renforcer notre vision, notre politique, notre unité autour de la tech, autour des questions de sécurité, de défense, et sans finalement toujours se mettre en relation par rapport à qui est assis à la Maison-Blanche. Réfléchir plus à ce que nous, Européens, nous souhaitons, sans forcément le mettre en relation avec le président des États-Unis. Et je pense que ça, ce serait un exercice extrêmement sain et plus que nécessaire. Vous sentez un rapprochement déjà sur la politique vis-à-vis de la Chine? On sent, par exemple, que plusieurs pays européens ont commencé à s'interroger effectivement sur les intentions de Huawei. Oui, absolument. Le président Macron avait, il y a 1 an, annoncé la fin de l'ère de la naïveté européenne face à la Chine. Je pense que Trump a très grandement contribué, d'ailleurs, à ce qu'il appelle le réveil européen face aux défis chinois. Un autre héritage vraiment de Trump pour moi, c'est la manière dont il a vraiment changé sur le long terme le débat, la manière aussi de faire les affaires avec et en Chine, avec la volonté aussi de voir les gouvernements davantage prendre leurs responsabilités et être un peu plus attentifs à ce que font certaines entreprises vis-à-vis de la Chine, de certains investissements effectués. Donc oui, il a changé, je pense, durablement le débat sur la Chine, et nous, Européens, il y a effectivement un rapprochement, mais après, je dirais, la dimension sur laquelle il est plus difficile d'unir les Européens, c'est ce dont j'ai parlé, le volet militaire, de considérer la Chine comme une menace militaire. Parce que ça, cette perception-là américaine, ça fait très longtemps qu'ils l'ont. Moi, je me souviens de discussions que j'avais eues dès 2014-2016 avec des responsables du Pentagone, l'administration Obama. Ils vous disaient très clairement, le scénario numéro 1 auquel nous réfléchissons au département de la défense américain, c'est une potentielle guerre militaire, affrontement militaire avec la Chine. Et ils se donnaient entre 10 et 15 ans avant de potentiellement entrer en guerre contre la Chine, en mer de Chine du Sud. Et là, c'est vrai que, à part la France et la Grande-Bretagne, où nous avons des intérêts et une stratégie militaire pour l'Indo-Pacifique, les autres pays européens, notamment l'Allemagne, ne souhaitent pas du tout aborder ce volet-là avec les Américains. Et Joe Biden a les mêmes inquiétudes vis-à-vis de la Chine ? Je pense qu'il y a vraiment un consensus là-dessus. Il y a vraiment un consensus bipartisan aujourd'hui entre les démocrates et les républicains. Mais je dirais pour Biden, ce qui s'ajoute en plus de la tech, les pratiques commerciales chinoises, le volet militaire, c'est vraiment les valeurs. Les droits de l'homme. Voilà, les droits de l'homme et les valeurs. Et quand il dit mon administration sera encore plus ferme qu'une administration Trump sur la Chine, c'est pas en termes de sanctions, de tarifs, etc. C'est sur la question des droits de l'homme. Et donc, une administration Biden replacerait, surtout après 4 ans de Trump qui a totalement ignoré ces questions de valeurs, replacerait les valeurs au cœur de la relation transatlantique qui nous lie, mais aussi au cœur des guerres, enfin de la guerre technologique et autres qui opposent les États-Unis et la Chine. Et c'est vrai que le volet technologique est en fait terriblement ancré dans les enjeux de data privacy, de protection des données personnelles, de surveillance, etc. Donc ça, ce sera une vraie différence pour moi. Merci beaucoup. Je suis désolé, Alexandra et Gilles. L'heure tourne malheureusement. Comme à chaque fois avec Alexandra, c'est passionnant. On est malheureusement tenu de tenir l'horloge pour le coup. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions qui faisaient écho à ce qu'avait dit Paul Gigot tout à l'heure. Malheureusement, on est obligé de passer à notre 4e et dernier intervenant. Merci beaucoup, c'était passionnant. Très très clair comme d'habitude. Merci beaucoup. Alors, il est temps pour moi d'annoncer le 4e et dernier intervenant. Le temps que on nettoie ça, je vais descendre parce que c'est moi qui vais m'y coller.
J'arrive de ce pas. Alors, on va s'installer. Je vais vous présenter Thomas Friedberger, qui est directeur général et co-directeur de l'investissement de Tikehau Investment Management. Donc, votre métier, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est la finance. Avant d'évoquer avec vous les enjeux de transition écologique, je vais d'abord dire quelques mots pour vous présenter. Donc, comme je le disais à l'instant, directeur général et co-directeur de l'investissement Tikehau Investment Management, et ce depuis 2014. Vous avez passé 14 ans chez Goldman Sachs. Vous y avez notamment exercé les fonctions de Managing Director avec des responsabilités sur la France et le Benelux. Depuis le début de votre carrière, vous avez principalement travaillé sur les activités de marché, les obligations convertibles, les dérivés actions, les taux et les crédits. Alors, avant de se projeter sur les 4 années à venir, selon que ce soit Trump ou Biden, on peut déjà un peu se penser sur le présent et tirer une espèce de bilan. On sait que Trump, il s'affiche comme tel, est un climato-sceptique. On l'a encore vu lors de l'épisode des feux californiens, arguant qu'il n'y avait aucun lien quelconque entre le changement climatique et ces terribles feux de forêt qui ont ravagé l'État. Pour autant, durant ces 4 dernières années, est-ce qu'il ne s'est vraiment rien passé sur le front de la transition écologique sous l'administration Trump? Si, il s'est passé des choses, ça serait trop simple. Il s'est passé même pas mal de choses, comme partout dans le monde. Les grands donneurs d'ordre mondiaux, les grands allocataires d'actifs mondiaux, que sont les fonds de pension, les fonds souverains, ça concerne moins les États-Unis, mais les assureurs qui doivent des comptes à des assurés, des retraités, eux sont passés très clairement dans une phase où les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ont pris une place prépondérante. C'est des aspects réglementaires. C'est des aspects réglementaires, mais ils ont inclus ça dans leur sélection d'asset managers, dans leur sélection de valeurs, de manière extrêmement proéminente. Hein. Nous, on a un bureau à New York, on est impliqué, on parle à ces gens-là. Ces gens-là font des due diligence sur nos fonds. Je peux vous dire que les due diligence... Due diligence, c'est avant d'investir dans un fonds, vous vous assurez que tout va bien. Que tout va bien, exactement. Et ben, ces questionnaires-là, ces entretiens-là, qui durent souvent des heures, des journées et des pages de documents, comportent un niveau de sophistication sur les questions ESG qui est extrêmement fort. Est-ce qu'à l'instar de ce qu'on observe en France, surtout depuis le début de la crise, est-ce qu'il y a une pression populaire de l'épargnant, du citoyen américain pour que la société américaine, la planète finance américaine devienne de plus en plus durable? Citoyen américain, je ne suis pas sûr. Encore, par contre, les intervenants qui s'occupent de l'épargne de ces gens-là, oui, clairement, comme on vient de le constater. Et d'ailleurs, quand vous regardez même le secteur de la transition énergétique dans le coté aux États-Unis, les actions cotées, on est même en train de se demander s'il n'y a pas une petite bulle qui est en train de se former là. Ces actifs-là traitent sur des niveaux de valorisation extrêmement élevés, comme la tech, comme la santé. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un mouvement qui s'est aussi enclenché aux États-Unis sur ces sujets-là. Et ce, malgré le fait que l'administration Trump ne voulait pas du tout entendre parler du fait que dans l'épargne retraite, il fallait mettre des valeurs durables, etc. etc. Au contraire, hein, ils ont serré la vis. Donc malgré ce frein de l'administration, ça marche. Oui, alors là-dessus, je vais être en ligne avec mes prédécesseurs sur cette scène. Je crois qu'il faut tordre le cou à l'idée qu'il y a un grand méchant loup assoiffé de sang et l'autre qui est doux comme un agneau. C'est pas aussi simple que ça. Et cette initiative, en fait, sur les contrats 401K que vous mentionnez. 401K, c'est du nom de. C'est le Code général des impôts américain, c'est l'article 411K. Voilà. Exactement. En fait, partent au départ, je vais vous surprendre, mais d'une bonne intention, qui est en ligne avec les préceptes de Milton Friedman, qui disait qu'en fait, le but premier d'une entreprise, et le seul but d'une entreprise, c'est de générer du profit pour ses actionnaires.
Et que donc, dans ces contrats-là, pour l'épargnant américain, les sujets ESG étaient relégués au second plan, même étaient exclus, puisque l'intérêt, c'est de générer de la performance pour le retraité. Alors ça marche, et Warren Buffett, lui, résumait bien ça en disant un même serviteur, donc l'entreprise ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, le ESG d'un côté et les profits de l'autre. Là où on challenge un petit peu ça chez Tikehau, même beaucoup ça, c'est que ça, c'est finalement, je pense, une vision relativement court-termiste. C'est-à-dire que si vous recherchez le profit à court terme, si vous voulez optimiser le niveau de capital avec lequel vous opérez en faisant par des rachats d'actions financés par de la dette, si vous optimisez votre fiscalité, si vous allez produire là où c'est le moins cher, en utilisant du levier, etc., effectivement, il y a peut-être une ambivalence là. Si vous êtes dans le temps long, comme ce qu'on essaie de faire chez nous, à ce moment-là, c'est pas du tout sûr que ces 2 maîtres ne soient pas qu'une seule et même personne. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans le temps long, finalement, dissocier le financier de l'extra-financier n'a plus beaucoup de sens. Non seulement dans le temps long, maintenant que tout se sait, tout sort sur Twitter, sur les réseaux sociaux, quand vous êtes défaillant sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, vous avez une volatilité beaucoup plus forte sur votre titre, qui soit d'ailleurs coté ou non coté. Enfin, vous avez des externalités beaucoup plus importantes, mais en plus de ça, on est persuadé qu'il y a une génération de valeur sur le long terme qu'on voit très bien, puisque par exemple dans nos fonds de dette privée, on voit que les entreprises qui ne sont pas des bons élèves du côté de ces critères-là ont accès à des pools de capitaux plus restreints, donc un coût de capital plus élevé. Dit autrement, ça veut dire que pour tordre le cou aux idées reçues, investir sur le long terme dans l'écologie, ça peut être rentable financièrement. C'est un discours qui est porté de plus en plus sur la planète finance. Joe Biden, s'il est élu, il a annoncé qu'il y aurait un plan sur 3 ou 4 ans, je crois, de 2000 milliards de dollars en faveur de la transition écologique. Alors, c'est une politique de relance. Qu'est-ce que ça... Alors déjà, à quoi il servira? Sait-on à quoi il servira, ce plan? Et 2, qu'est-ce que ça aura comme implication sur le reste de l'économie? Oui, ça correspond aux influences peut-être plutôt keynésiennes de ce parti. Et donc, on peut s'attendre à une espèce de New Deal à la version 2020, comme Roosevelt l'a fait lors de la grande crise financière, effectivement. Et c'est force est de constater que le programme de Joe Biden en termes de transition énergétique semble relativement ambitieux et relativement sincère. Ceci dit, en cas de victoire 2000 milliards, c'est quand même énorme. Oui, bien sûr, c'est beaucoup. Ouais. Ouais. Ceci dit, en cas de victoire de Trump, c'est pas du tout évident qu'on n'en vienne pas là non plus. Pourquoi? Parce que si on essaye de se projeter un peu, à partir du moment où des États, pas seulement les États-Unis, mais les États-Unis aussi, vont décréter certains secteurs comme stratégiques dans un contexte de mondialisation qui aurait atteint un point d'inflexion déjà avant la crise du Covid, avec les tensions entre la Chine et les États-Unis, donc rapatrier des supply chains, rapatrier des emplois sur le territoire national, ça correspond aussi à une augmentation du coût du travail, puisque vous allez payer vos employés plus cher aux États-Unis ou en France que dans des pays où la production coûte moins cher. Donc, pour rester compétitif, parce que l'objectif c'est quand même que les entreprises restent compétitives, la solution probablement la plus simple, c'est de faire des économies de coûts sur la facture énergétique. Et donc la transition énergétique, tout d'un coup, qui était un secteur qui moralement était plutôt à connotation positive et un secteur de croissance créant des emplois, devient au centre de la relance économique dans tous les secteurs. Donc l'investissement dans l'écologie, ça permettrait de faire des économies d'énergie, d'être plus compétitif. Alors je vous pose la question, de ce côté-ci de l'Atlantique, on a vu des grands groupes pétroliers comme Total, Shell, BP investir ou annoncer massivement des investissements dans l'écologie. C'est pas du tout ce qu'on observe de l'autre côté aux États-Unis, avec Exxon, Chevron, ConocoPhillips. Est-ce que c'est lié à la prégnance du shale, cette technique de fracturation hydraulique pour tirer des hydrocarbures des sables bitumineux? Voilà. Pourquoi est-ce que les Big Oil, puisque c'est leur surnom, n'y vont pas eux pour l'instant? Alors les Big Oil qui sont en train de se rebaptiser énergéticiens et non plus pétroliers, en Europe en tout cas,
L'Europe, mais aux États-Unis. Alors aux États-Unis, effectivement, il y a un temps de retard là-dessus qui est probablement lié à ça, au fait que le virage du shale a été complètement raté au départ par le Big Oil. Le shale, c'est le sable bitumineux. Le sable bitumineux. Donc en fait, ça consiste finalement à casser de la roche-mère en injectant de l'eau et des produits chimiques. Quand vous faites ça, en fait, contrairement à du pétrole difficile à atteindre en eau profonde, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'investissements, pas besoin de faire beaucoup de capex. Donc vous pouvez mettre beaucoup de dettes. C'est assez favorable au private equity. Et donc les fonds de private equity se sont engouffrés là-dedans. C'est d'ailleurs eux qui ont sauvé le secteur en 2016 quand les prix du pétrole ont beaucoup baissé. Vous pouvez mettre beaucoup de dettes, et vous faites ce puits. Ce puits va produire pendant quelques mois seulement, et puis ensuite vous allez faire un autre puits ailleurs. Et donc vous avez une lisibilité beaucoup plus forte sur vos cash flows que quand vous devez investir pendant des années avec beaucoup de capex pour faire un truc. Donc le Big Oil a raté ce virage-là, et ensuite a été obligé de massivement rattraper son retard en investissant, en rachetant des sociétés là-dedans. À prix d'or. Et donc à prix d'or. Et donc forcément, ils vont pas dire maintenant on arrête tout et on passe aux énergies renouvelables. Mais cela dit, on se retrouve avec un prix du pétrole qui est très bas et de l'exploration pour tirer du pétrole de cette manière-là qui est très cher. Donc ça perd de l'argent. Et surtout, ils seront probablement obligés d'y venir, puisque les énergéticiens européens ils viennent également pour ne pas tomber justement dans le value trap de l'exclusion, alors avec laquelle on n'est pas forcément d'accord, parce qu'il y a beaucoup de greenwashing. Value trap, qu'est-ce que ça veut dire ? Value trap, c'est de dire que finalement votre secteur est ininvestissable parce qu'il ne correspond pas à des critères ESG. Alors ça arrive souvent quand on achète des bases de données et on exclut parce qu'on n'a pas la capacité de recherche en interne pour le faire, donc ça crée un peu des bulles et ces fameux value traps. Et le secteur pétrolier est un petit peu confronté à ça, comme le charbon l'a été. Et aujourd'hui, le charbon est totalement ininvestissable. Pourquoi ? Pour cette raison-là, c'est-à-dire que quand vous agissez sur des bases d'exclusion et que vous n'avez pas de capacité à analyser, par exemple, des entreprises qui seraient impliquées dans le charbon et qui auraient une bonne trajectoire et qui ont besoin de capitaux pour justement transitionner vers des énergies plus renouvelables, vous excluez le secteur et donc il devient ininvestissable puisque vous n'êtes pas capable de démontrer qu'en investissant là-dedans, vous avez une trajectoire positive. Donc c'est malheureusement ce qui guette un peu ce secteur-là. Je dis malheureusement parce que si vous regardez dans le mix énergétique mondial, le poids du charbon n'a jamais été aussi élevé. Pourquoi ? Parce que les actifs charbon valent rien, donc il y a des gens qui les achètent, qui font produire au maximum, tant que les États ne l'interdisent pas. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, c'est probablement pour éviter ça que le Big Oil va converger vers les énergies renouvelables. Alors, il y a un acteur dont on a beaucoup parlé lors des précédentes interviews, c'est la Chine. L'Europe a annoncé via la Commission européenne un objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. La Chine s'est fixé le même cap, mais pour 10 ans plus tard, 2060. Qu'est-ce qu'on peut attendre des États-Unis dans ce contexte-là ? Parce que la machine est en route. Donc Trump, si je comprends bien, sera comme malgré tout obligé d'y aller. Biden y va, mais est-ce que ces objectifs fixés par l'Europe et la Chine ne sont pas annonciateurs d'un certain déclin des États-Unis ? C'est un peu le risque, c'est un risque d'image pour les États-Unis très clairement, le risque de voir finalement un axe eurasiatique se reformer, ce qui est un peu le cauchemar américain, parce que quand on regarde une carte du monde, les États-Unis sont un peu isolés dans un coin, et puis vous avez cette énorme masse eurasiatique qui, si elle est unie, finalement relaye les États-Unis dans un coin du monde. Enfin, je suis pas spécialiste de géopolitique, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça qui sous-tend la géopolitique américaine depuis des décennies. Et donc effectivement, c'est ça le risque, c'est de voir les États-Unis perdre un peu ce leadership là-dedans. C'est pour ça que l'Europe, d'ailleurs, a une carte très forte à jouer dans ce domaine-là, puisqu'elle a un avantage compétitif, elle est leader là-dedans. Et effectivement, voir la Chine qui, elle, finalement, avait une dynamique un petit peu différente, qui était de dire, dans un pays d'1,4 milliard d'habitants, pour avoir une transition en douceur, il faut de la croissance économique, parce qu'il faut que les gens aient un job. Mais maintenant qu'ils ont pollué leur sol, leur air, leur eau, et que le taux de cancer est en train d'exploser là-bas, on a eu un virage très net, puisque le président chinois a déclaré qu'une montagne verte vaut mieux qu'une montagne d'or. Et que donc maintenant tout le monde s'y met, puisque ce modèle de croissance un peu infini, finalement maintenant est un frein à la croissance. Et donc oui, clairement, il y a ce risque-là pour les États-Unis, mais je vous interromps, on a quand même un président sortant qui a dit que le concept de réchauffement climatique avait été créé pour et par les Chinois dans le but de rendre l'industrie américaine non compétitive. Oui, bon. Mais ceci dit, même avec ça, on voit quand même une inclinaison, une orientation des États-Unis vers ces secteurs-là. Déjà parce qu'ils sont rentables, ça c'est nouveau. Ils étaient
très largement sponsorisés il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, les coûts de production ont beaucoup baissé, donc c'est des secteurs rentables. Nous, on a un fonds de private equity qui investit dans ce secteur-là, qui n'investit que dans des sociétés rentables, et je peux vous dire que le nombre de candidats est exactement, en train... la vraie accélération, elle a eu lieu quand ? Depuis quelques dizaines, depuis 15 ans peut-être, 10-15 ans. Donc aujourd'hui, vous avez un secteur avec des entreprises qui sont de plus en plus rentables. C'est un vrai vecteur de croissance, c'est un vrai créateur d'emplois. Et encore une fois, c'est probablement au cœur de la relance économique en 2020 dans un contexte post-Covid. C'est assez facile, la technologie existe déjà. Vous investissez on investit dans des entreprises qui font du conseil en efficience énergétique, des usines, des bâtiments, des gens qui installent des panneaux solaires sur les toits des supermarchés, qui font faire des économies jusqu'à 30% sur la facture énergétique d'un supermarché, d'un parking. La technologie, elle est là, c'est pas parier aujourd'hui sur une technologie qu'on aura dans 20 ans. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, faire des économies, ça parle à l'américain moyen, etc. Les États-Unis, à l'instar de ce qu'on voit aussi en Europe, notamment chez nous, sont de plus en plus sujets à des catastrophes naturelles de plus en plus violentes, qui coûtent, sur le bilan des assureurs notamment, mais qui coûtent en bilan humain, en bilan financier. Est-ce que ça, c'est de nature, à cette fréquence et cette intensité grandissante des catastrophes naturelles, à inverser la donne, et que ce soit Trump ou Biden, à convaincre la population américaine, l'opinion publique américaine, de cette nécessaire transition écologique? Ça y contribuera probablement, alors pour des sujets d'image et d'impact médiatique, mais ça convaincra également probablement les entreprises, et c'est pour ça encore une fois qu'on ne peut pas dissocier le financier de l'extra-financier dans ces histoires, parce que le coût de s'assurer contre ces choses-là va augmenter énormément. Encore une fois, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ulrich Beck, qui en 1986, c'est pas nouveau, a publié un livre qui s'appelle La société du risque, qui dit que quand une société dépense trop d'argent pour s'assurer, ça implique une mauvaise allocation de capital parce qu'elle n'investit plus et un déclin économique. Et ben, on en est là. En plein dans le sujet. D'autant que ça peut être les assureurs, enfin les entreprises qui s'assurent, et en dernier ressort, ça peut être aussi les pouvoirs publics. Bien, merci beaucoup. On était tenu de... Oui, vous pouvez l'applaudir, merci. C'est consigne d'être précis, comme tous nos intervenants. C'est déjà la fin de cette conférence, et oui, parce qu'on était obligé de courir contre la montre du fait du couvre-feu, du fait du Covid, du fait de devoir rentrer chez nous. Il y a le Premier ministre qui a annoncé un durcissement des règles de couvre-feu, non pas à Paris, mais dans d'autres villes, au moment où on se parlait. Donc c'est déjà la fin de cette conférence spéciale de l'opinion et de la GFI, consacrée à cette élection du 3 novembre, dont on a bien compris qu'elle peut encore nous réserver pas mal de surprises. Nous espérons que nos 4 intervenants vous ont éclairé sur cette drôle d'élection. Effectivement, on ne sait pas si on aura un vainqueur, enfin l'identité du vainqueur le 4 novembre prochain. Tel qu'en a parlé Paul Gigot, rien n'est moins sûr. Un grand merci à nouveau à nos 2 partenaires, AXA Investment Manager ainsi qu'à Tikehau Capital. Je le répète, pour ne jamais avoir baissé les bras, comme nous avoir accompagnés de notre volonté d'organiser un événement physique et digital. C'est pas toujours facile, mais on y est arrivé. Merci au Drugstore Publicis et à son directeur Jacques Terzian pour nous avoir accueillis, nous avoir permis d'organiser cette manifestation physique dans la grande salle de son cinéma. Merci enfin aux émotionneurs. Les émotionneurs, c'est cette entreprise qui nous a accompagnés pour faire en sorte de pouvoir retransmettre cette conférence dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant encore une fois le protocole sanitaire imposé par les pouvoirs publics, Paris tenu. Et cette conférence sera visible et disponible en replay dès demain sur le site de l'Opinion, donc l'opinion.fr. Ça sera très facile à trouver. Merci beaucoup, bonne soirée, et puisque c'est le mot en ce moment, portez-vous bien.